Le programme de la NUP qui prévoit une hausse de la pression fiscale de 6 points de PIB, soit l'équivalent quand même de 160 milliards d'euros. Qui va devoir payer ces hausses d'impôts? On en parle avec vous. Philippe Wechter. Philippe, je vous vois, vous êtes à l'envers, enfin, vous êtes sur le côté, il faudrait tourner votre caméra. C'est ça. Et voilà, et on y est, voilà. Bonjour Philippe, voilà. Attendez, j'ai un petit souci. Voilà. Là, Voilà, c'est mieux. c'est mieux comme ça. Voilà. Bonjour Philippe, ça va? Bonjour, très bien, et vous? Bonjour, David. Philippe Wechter, chef économiste chez Nostrum Asset Management. 6 points de PIB de hausse de la fiscalité, 160 milliards d'euros, c'est facile à calculer. C'est du jamais vu en France, ailleurs C'est quelque chose de très spectaculaire. Il y a probablement eu des programmes aussi brutaux dans d'autres pays, mais en France, j'ai pas le souvenir. Peut-être en 1981, il y avait des choix qui avaient été faits très, très importants, mais là, on est sur des montants absolument considérables. Et c'est l'analyse de ces montants qui est intéressante. Jean-Luc Mélenchon qui veut un choc fiscal redistributif, c'est le mot qu'il a employé. Il veut prendre aux entreprises, à ceux qui ont plus, aux plus aisés, aux multinationales, et donner plus aux précaires. Et on se dit, et pourquoi pas, tiens? Oui, oui, non, mais l'objectif, c'est pas de dire tout va mal et tout ce qui va être annoncé, c'est pas bien. Non, il y a des choses, si vous êtes pour une meilleure redistribution, moins de biais dans les inégalités, c'est très bien. Sauf que les mesures qui sont prises, je rappelle juste un point, les mesures qui sont évoquées par Mélenchon coûtent 250 milliards par an. Donc, on va mettre en face 160 milliards d'impôts supplémentaires. La question, c'est comment on articule tout ça et à quelle vitesse. Parce que là, tout est mis un peu sur le même plan, mais le financement des retraites à 60 ans, ça coûte très cher, etc. Donc, c'est un programme un petit peu compliqué parce que tout le monde peut y trouver ce qu'il souhaite, mais le financement devient vite compliqué parce que on voit que les entreprises payent beaucoup, l'IS augmente, les cotisations sociales. Alors, on va parler des mesures justes, mais attends, oui. Philippe, donc sur le principe, Mélenchon, ce qu'il dit en gros, c'est la politique de l'offre, de soutien aux entreprises, c'est bon, on a donné, on a vu les résultats, c'est pas satisfaisant. On va mener une politique économique qui est centrée sur la demande, sur les ménages. Là, encore une fois, il n'y a rien d'hérétique à penser ça, ou ça a des effets secondaires qu'on ne mesure pas? Notamment, je sais pas, sur le déficit extérieur. Il y a plusieurs points. Il y a un point qu'on ne connaît pas, c'est que le nombre de tranches d'impôts va être revisité à 14 tranches d'impôts. On ne sait pas quelle sera la répartition de ces tranches. Et donc, ils ont dit que 90% des Français ne paieront pas plus d'impôts, voire en paieront moins. Oui, mais ça reste enfin, on va voir. Là-dessus, on n'a pas beaucoup d'informations sur la distribution des tranches. Ça, c'est un premier point. Ça veut dire que soit vous avez des tranches qui sont très serrées pour les revenus les très, très élevés, pourquoi pas, mais pourquoi en faire 14? Je ne comprends pas très bien. Et puis, donc voilà, ça c'est un premier aspect. Après, il y a d'autres questions. Effectivement, comme vous le soulignez, le commerce extérieur français est très déficitaire, même quand on enlève l'énergie. Et si vous relancez la demande, c'est un peu ce qui s'était passé en 1981. Il y avait eu une relance de la demande intérieure et ça s'était traduit par un déficit extérieur important, par 3 dévaluations en 81, Sauf 82. qu'on ne pourra plus dévaluer aujourd'hui. Hein. On pourra plus dévaluer, mais c'est juste le déséquilibre que cela provoque. Et donc la question. Et en fait, on relance nos partenaires à qui on achète des produits. En voulant relancer notre propre consommation, vu qu'on achète des produits qu'on importe, on relance les voisins. Exactement. Et la question qui est posée, c'est comment se positionne l'économie française dans ce cadre-là, dans les contraintes qui sont les siennes au sein de la zone euro. Parce que si effectivement en 81 on pouvait ajuster le change, aujourd'hui on ne le peut plus, mais on est dépendant des choix qui sont faits à l'échelle de la zone euro par la Banque centrale européenne, mais aussi par nos partenaires allemands, italiens ou espagnols. Sur l'idée de savoir qui va payer l'addition, Philippe, aux 2/3 sur ces 160 milliards d'euros, il y en a 110 qui vont dans la poche, enfin qui sont pris dans la poche des entreprises. Est-ce que vraiment l'on souffrir parce qu'apparemment ce sont les multinationales, les grandes entreprises qui sont visées, les PME seraient épargnées? En quoi c'est choquant?
ou dérangeant ou Ben, problématique? ça dépend comment vous visez les choses. C'est-à-dire que vous pouvez imaginer effectivement des hausses d'impôts sur les entreprises. Alors, deux choses. La première, c'est que le mouvement qu'on observe depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années sur l'impôt sur les sociétés, c'est un mouvement de baisse d'impôts. Il y a une espèce de concurrence fiscale qui s'est mise en place, alors qui a été un petit peu enrayée par les mesures prises, pas encore effectives, sur les impôts des multinationales. Hein. C'était un combat de l'OCDE qui a été validé, si je puis dire, par Joe Biden et qui fait que les entreprises multinationales paieront davantage d'impôts. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci, mais on est un petit peu en inversion de tendance par rapport aux autres pays. Ça, c'est le premier point. Sur La l'IS, je question, coupe, pardon Philippe, sur l'IS progressif, c'est 11 milliards d'euros de plus avec un IS progressif. Le retour à 33% donc de l'impôt sur les sociétés, là on était encore il y a 5 ans, mais pas pour les entreprises dont les bénéfices sont en dessous de 500 000 euros. Encore une fois, l'idée c'est de prendre aux grosses et pas toucher, et pour ne pas désavantager les petites. oui, oui, mais on peut toujours avoir envie de peser sur les grosses entreprises. Pourquoi pas? Mais est-ce que c'est efficace? La question est là. C'est pas de dire il faut surtout pas toucher à l'impôt sur les sociétés. Moi, j'ai écrit des choses en disant la concurrence fiscale qui amène à de moins en moins d'impôts est problématique parce que cela se traduit par des impôts supplémentaires sur les gens qui ne peuvent pas bouger, c'est-à-dire les salariés. Donc, effectivement, il y a un arbitrage qui s'opère. Là, quand on regarde le programme, on a beaucoup sur les entreprises, beaucoup sur les revenus et les patrimoines très élevés. Juste si on reste, Philippe, Est-ce que c'est efficace? Ouais, La sur les question, c'est entreprises de savoir d'abord. si c'est efficace. Sur les entreprises, encore une fois, 11 milliards d'euros d'impôt sur les sociétés qui serait plus progressif. Un impôt universel sur les entreprises de 26 milliards d'euros. Je n'ai pas bien compris ce que c'était que cet impôt universel de 26 milliards. La suppression des niches fiscales pour 40 milliards d'euros, ce qui revient à des hausses de cotisations indirectes et ce qui ferait tomber le crédit d'impôt recherche qui est bon pour l'innovation. Donc ça pose. Mon idée, c'est que pourquoi pas, mais quels effets secondaires sur l'économie, sur les entreprises, avec 110 milliards d'euros, encore une fois, de hausse d'impôt pour les boîtes? Ben, le risque à court terme, c'est que les entreprises les grandes entreprises que vous mentionnez sont souvent des entreprises qui ont un pied en France et un ou deux pieds, si je puis dire, dans d'autres localisations, et que ce soit en Europe ou ailleurs. Comment vont-elles opérer? Est-ce qu'elles vont accentuer leur localisation en France ou est-ce qu'elles vont plutôt mettre le poids sur les localisations qu'elles ont ailleurs en Europe ou dans le monde entier? C'est ça l'arbitrage. C'est-à-dire que la PME que vous évoquiez, elle ne peut pas bouger, elle est dans son environnement immédiat. La grande entreprise, et c'est là la difficulté, la grande entreprise, si elle est aux Pays-Bas, si elle est au Vietnam, elle va transférer une partie de ses activités dans ces pays-là et échappera complètement à cet impôt. Donc, Jean-Luc Mélenchon dirait, Philippe, que vous faites du chantage à l'emploi en disant ça. non, c'est pas du chantage à l'emploi. C'est ce qu'on a observé depuis une vingtaine d'années. C'est-à-dire que c'est juste un raisonnement simple. Sauf, et c'est un des risques qu'on voit quand même dans le programme de NUPES, c'est on renforce les contrôles aux frontières. C'est-à-dire on limite ce genre de transfert, ce genre de réallocation de ressources au sein des entreprises. C'est possible, mais ça, probablement que tout l'intérêt que l'on a tous les ans à regarder des classements en disant la France est le pays préféré pour les investisseurs internationaux en termes d'investissement, eh bien ce classement risque de tomber assez vite. Reste 50 milliards d'euros, ce qui n'est pas rien, puisque les impôts ont baissé de 50 milliards sous le quinquennat d'Emmanuel Macron, de plus d'impôts pour les ménages, dont 28 milliards d'euros, j'ai regardé, sur la fiscalité du patrimoine. La fin de la flat tax, c'est 1 ou 2 milliards à la fin, et le retour et le renforcement de l'ISF, on est autour de 10 milliards d'euros. 28 milliards d'euros sur la fiscalité du patrimoine, c'est un peu lourd là, non, quand même, non? Après, vous me direz, ça dépend qui. Alors, encore une fois, ils nous disent quoi, la NUP, c'est que ça sera centré encore une fois sur les plus aisés, sur les plus riches. Et pourquoi pas? Oui, oui, oui. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On peut. La question, c'est de savoir à quelle vitesse ça va. Il y a deux choses. Il y a deux choses. Quand on regarde effectivement le poids des patrimoines, des plus gros patrimoines dans le PIB,
on est sur des niveaux qui sont considérables. Quand on regarde aux États-Unis, on dit oh, c'est beaucoup, les 400 plus gros patrimoines représentent à peu près 20% du PIB américain. En France, c'est beaucoup plus que ça. Donc, effectivement, il y a probablement des choses à faire sur ce plan-là. La question qui est posée, tout simplement, est-ce qu'on fait une chasse aux sorcières ou comment on le fait? Comment on l'organise? Comment on fait pour que ces entreprises et les propriétaires de ces entreprises on revient à l'exode fiscal. Voilà. Et comment on fait alors? Contrôle aux frontières, c'est ça? C'est un peu la question qui avait été posée en 1981, où on avait vu des gens partir, etc., par peur d'être fiscalisés à l'excès. Est-ce qu'on retombe sur quelque chose qui ressemble à ça? Je ne sais pas, mais est-ce que Bernard Arnault ou d'autres seront encore localisés en France sur le plan fiscal? Je ne sais pas comment ils le sont exactement aujourd'hui, mais est-ce que finalement, c'est pas prendre un risque de voir ces personnes sortir du territoire français? C'est un peu compliqué. On est dans un monde très ouvert et là, on prend des mesures très locales. Et ce qui était intéressant, et je reviens sur la taxe sur les entreprises que j'évoquais avec l'accord de l'OCDE et d'un peu tout le monde, c'est que c'était une taxe globale. Et si vous faites une taxe locale, dans un monde très ouvert, c'est très compliqué à gérer. Bon, on finit là-dessus, mais je disais que Gabriel Attal, ministre en charge des comptes publics, disait qu'avec Mélenchon, c'était la guillotine fiscale à tous les étages. C'est excessif? Il y a une part de vrai? C'est à voir. Il y a encore beaucoup de... on a des grands chiffres, on a un tableau très, très, très large. On n'a pas encore beaucoup de détails sur ces questions. Beaucoup de détails sur... parce qu'il y a une partie du financement qui passerait par un pôle bancaire public qui n'existe pas encore, par l'obligation pour la BCE d'être très accommodante avec le programme français. En d'autres termes, on est dans une logique où nos partenaires européens devront accepter les choix qui sont faits par la France et les valider. C'est aussi une situation un peu compliquée. Ou pas. Absolument. Allez, merci beaucoup. Explication signée Philippe Wechter, donc, chef économiste chez Ostrom Asset Management. Merci Philippe. Salut. Merci. Ciao.